Cette déclination chinoise après. Juste la découverte des manuscrits de la mort. Morte. Environ 420. Nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public. Et si l'IA la plus controversée au monde venait de mettre au jour des mots qui n'étaient jamais destinés à être lus, pendant des décennies, les manuscrits de la Mère Morte ont gardé leur secret en silence. Fragments de parchemin anciens bardes brûlés, lignes manquantes, passages entiers perdus dans les méandres du temps. Des générations d'érudits les ont étudiés. Des historiens les ont débattus. Des théologiens les ont défendus. Mais certaines lacunes étaient tout simplement trop importantes pour être comblées. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle Grok d'Elon Musk a été alimentée par des milliers d'images haute résolution de modèles linguistiques et de textes anciens parallèles. Ce qui est réapparu n'était pas qu'une simple reconstruction technique. C'était une possibilité glaçante. Des phrases manquantes, des expressions complètes du contexte, là où il n'y avait autrefois que cendre et vide. Et les vers restaurés ne sonnent pas comme une douce poésie. Ils résonnent comme des avertissements. Si la reconstitution de Grok s'avère ne serait-ce que partiellement exacte, elle pourrait remettre en question des hypothèses longtemps admises quant au véritable contenu de ces rouleaux perdus. Un contenu qui aborde les thèmes du jugement du pouvoir et d'événements d'une modernité troublante. Certains chercheurs sont enthousiastes. D'autres sont profondément mal à l'aise. Car lorsque l'intelligence artificielle se met à compléter les phrases d'anciennes prophéties, il faut se demander, avons-nous simplement retrouvé des pans d'histoire ou découvert quelque chose que nous n'aurions pas dû voir? Avant d'analyser la signification de ces mots manquants, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et restez avec moi. L'histoire devient encore plus étrange à partir de maintenant. La descente dans la grotte de l'horreur. Lorsque des archéologues ont exploré une grotte de Judée en 2021, ils ne cherchaient pas seulement des ossements ou des poteries, ils étaient à la recherche de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui était enfoui sous la poussière et le temps depuis plus de 60 ans. Ce qu'ils ont découvert n'était que le début. Le véritable choc allait survenir plus tard lorsque l'IA Grok d'Elon Musk est intervenu pour reconstituer le puzzle. Nous y reviendrons. Mais d'abord revenons au point de départ. Pour accéder à la grotte, les chercheurs ont dû descendre en rappel une falaise abrupte de 420 mètres de haut. Une entreprise non seulement risquée, mais aussi extrêmement éprouvante physiquement. Mais, pour Oren Abelman et son équipe de l'Autorité des Antiquités d'Israël, l'effort en valait la peine. Cachés au cœur de ces roches se trouvaient des fragments de textes anciens, et pas n'importe lesquels. Il s'agissait de fragments des manuscrits de la Mère Morte. De petits morceaux fragiles qui avaient miraculeusement survécu à des siècles de chaleur de décomposition et de silence. Abelman reconnut que leur découverte était de petite taille. Ce ne sont que de minuscules fragments, dit-il, mais même de petits fragments peuvent révéler beaucoup de choses une fois agencés correctement. C'est L'équipe est parvenue à en reconstituer une partie comme les pièces d'un puzzle. Peu à peu, des phrases et des significations ont refait surface, offrant une idée approximative de ce qui avait été. La grotte où tout cela s'est produit est officiellement connue sous le nom de Grotwit, mais la plupart des gens l'appellent autrement, la grotte de l'horreur. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il provient de ce qui a été découvert à l'intérieur. Dans les années 1950 et 1960, des explorateurs comme le professeur Yigael Yadin et le professeur Yohanan Aharoni avaient déjà étudié le site. Même les Bédouins de la région du Negev s'y étaient intéressés. Leurs découvertes ont dressé un tableau saisissant. Vers 35 de notre ère, lors de la chute de la révolte de Bar Kokhba, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants juifs s'était réfugié dans la grotte. Environ 40 personnes au total. Les forces romaines ont rapidement encerclé la zone et campé juste au-dessus de la falaise. Sans l'issue, les personnes à l'intérieur se trouvèrent face à un choix impossible. Elles refusèrent de se rendre. Une à une, elles moururent piégées, assoiffées et oubliées.
Leurs squelettes restèrent là où elles étaient tombées. C'est plus que tout ce qui explique le nom sinistre de la grotte. Passons maintenant à l'époque actuelle. Ces nouveaux fragments ont été extraits de la même grotte. Et grâce aux outils modernes, les chercheurs ont pu les examiner de plus près que jamais auparavant. Mais ce n'est plus seulement l'œil humain qui les étudie. Les Oggrock entrent en scène. Et ce qu'elles commencent à révéler pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur ces textes anciens. Laissez-moi vous expliquer. Les rouleaux qui ont survécu. Trouver quoi que ce soit de nouveau dans la caverne de l'horreur semblait improbable après tant d'années. Mais parfois, ce sont que les plus petites choses, pourtant évidentes, qui changent tout. Et cette fois-ci, ce qui semblait n'être qu'une simple tache de poussière s'est révélé bien plus important. Plus de 60 ans après l'exploration de la grotte par les professeurs Yigael Yabdin et Yohanan Aharoni, des chercheurs, ils sont retournés munis d'outils plus performants et d'une observation plus attentive. Les conditions sèches abritées et isolées de la grotte avaient permis de bien préserver tout ce qui s'y trouvait piégé. Malgré cela, les conditions de travail étaient difficiles. La faible luminosité et l'épaisse couche de poussière rendaient difficile la détection de quoi que ce soit d'inhabituel. Un des archéobotanistes de l'équipe remarqua quelque chose de faible marqué sur un amas de minuscules fragments. Rien ne semblait anormal au premier abord, mais après un examen plus approfondi, ces petits fragments poussiéreux ont révélé des traces d'encre, des signes d'écriture qui ont mené à une découverte importante. Ils provenaient d'un ancien rouleau. C'était un indice subtil qui aurait pu passer inaperçu, mais qui a suscité un regain d'enthousiasme. Dans des climats plus humides, ces fragments se seraient en décomposés, au point d'être méconnaissables. Mais dans cette grotte du désert, ils sont restés enfouis et intacts pendant près de 0 ans. L'histoire des manuscrits de la mer Morte remonte aux années 1940 époque, à laquelle les premiers fragments ont été découverts. La plupart de ces rouleaux étaient liés à une communauté vivant à Qumran. De nombreux érudits pensent que ce groupe était appelé les Esséniens. Il s'agissait d'une secte juive avec ses propres croyances et écrits. Cependant, cette hypothèse reste sujette à débat. Ce qui a fait des manuscrits originaux de la mer Morte une découverte si importante, c'est leur contenu. Il ne s'agissait pas simplement de copies de textes religieux connus. On y trouvait les plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. S'y ajoutaient des écrits juifs qui avaient disparu au fil du temps. Ces écrits ont permis de mieux comprendre les croyances et les débats qui façonnaient la vie juive à cette époque. Ils ont également fourni des indices sur la manière dont le christianisme primitif a pris forme au sein de ce même monde. Mais aujourd'hui, un autre élément entre en jeu, l'intelligence artificielle Grok d'Elon Musk, est utilisé à cette fin. Analyser ces fragments d'une manière qu'aucun humain ne pourrait jamais. Et ce qu'ils révèlent. Cliquez sur « J'aime » pourrait bien vous emmener plus loin dans ce voyage mystérieux. L'enfant, le panier et les rouleaux. Cachés sous la terre horride et la poussière du temps, la grotte a lentement commencé à révéler des fragments d'un monde disparu. Parmi les fragments de rouleaux, les archéologues ont fait une découverte profondément personnelle. Près de l'entrée de la grotte, juste sous 2 pierres plates, ils ont mis au jour la dépouille momifiée d'un enfant. L'enfant âgé d'environ 6 à 12 ans a été déposé avec précaution en position fœtale. Sa tête et son torse étaient enveloppés dans un tissu, tandis que ses pieds restaient découverts. Il serrait dans ses mains un autre morceau d'étoffe. La manière dont il avait été inhumé laissait supposer qu'il avait été enterré avec respect. Des analyses ultérieures ont confirmé que les restes dataient d'environ 6-0 ans. Cette découverte était remarquable non seulement par son âge, mais aussi par son état de conservation. L'air sec à l'intérieur de la grotte a maintenu le corps intact et figé dans le temps. Les chercheurs pensent que le climat et la technique funéraire ont joué un rôle dans sa conservation au fil des siècles. Le petit corps enveloppé et reposant juste sous la terre semblait être un message d'une autre époque. Mais ce n'est pas tout ce que l'équipe a découvert. Plus profondément dans la grotte, ils découvrirent un grand panier tressé. Son état était presque impeccable. Tresser serré sa forme était idéal pour le rangement. Le panier avait un volume estimé à environ 100 litres. Des analyses ultérieures
l'ont daté du Néolithique. Il s'est avéré être le plus ancien panier connu à ce jour, puisqu'il remonte à près de 900 ans. Oren Abelman a expliqué que des découvertes comme celle-ci offraient aux chercheurs une nouvelle perspective sur le développement humain précoce. Ce panier date du Néolithique B, pré-céramique, une période antérieure à l'invention de la céramique. À cette époque, les communautés du Proche-Orient abandonnaient progressivement la chasse et la cueillette pour former les premiers villages agricoles. Ce fut un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Les gens commençaient à s'installer, à cultiver la terre et à construire des maisons permanentes. Le panier n'était pas qu'un simple objet pour contenir des choses. Il représentait un mode de vie qui prenait forme. La grotte recelait bien plus que des rouleaux et des ossements anciens. Elle offrait aux chercheurs un aperçu rare du mode de vie des peuples anciens, de leurs pratiques d'éducation des enfants et de conservation des aliments. Chaque objet apportait un nouvel éclairage sur le sujet. Des échos des prophètes. Tout ce qui subsiste du passé. Jaël s'est pas conservé dans son intégralité. Parfois, elle arrive en morceaux petits et usés, mais suffisamment puissants pour être porteurs de sens. Ce fut le cas des fragments de rouleaux découverts lors des fouilles. Bien qu'ils ne soient que partiels, les chercheurs ont pu en assembler certains. Au total, environ 80 fragments de parchemin ont été retrouvés. Après une analyse approfondie, l'équipe les a associés à ce que l'on appelle le rouleau des 12, également connu sous le nom de rouleau des petits prophètes. Des parties de ce même rouleau avaient déjà été découvertes auparavant. Au début des années 1950, des Bédouins de la région de Nahal Haver ont découvert des pièces similaires et les ont ensuite vendues à Jérusalem. Ce qui était remarquable dans ces fragments récents, ce n'était pas seulement leur âge ou leur état, mais aussi la langue dans laquelle ils étaient écrits, comme les découvertes précédentes. Ces nouveaux fragments étaient écrits en grec et non en hébreu. Selon le chercheur Oren Abelman, c'est inhabituel. La plupart des textes bibliques mis au jour dans le désert de Judée sont en hébreu ou en araméen. Les rouleaux grecs, surtout ceux de ce type, sont rares dans cette région. L'écriture elle-même fut réalisée par 2 scribes différents, chacun avec une écriture légèrement différente. Le contenu ne correspondait pas à la Septante traditionnelle, qui est la traduction grecque la plus connue de la Bible hébraïque. Mais Abelman a expliqué que le rouleau reste pertinent. Il semble s'agir d'une réécriture ou d'une variante de la Septante, ce qui laisse supposer que les communautés qui utilisaient ces rouleaux avaient leur propre méthode de conservation et d'interprétation des Écritures. La texture du parchemin correspondait à celle de pièces antérieures découvertes dans la même région. Cette similitude a permis de confirmer que les fragments appartenaient au même rouleau que ceux découverts il y a plusieurs décennies. Quant au contenu, il provenait des 12 livres prophétiques, présents à la fois dans la Bible hébraïque et dans l'Ancien Testament chrétien. Les chercheurs ont pu déchiffrer une dizaine de lignes de texte à partir des fragments nouvellement reconstitués. Parmi elles, figuraient des passages du livre de Nahum. Ce passage évoquait le jugement et la puissance divine, décrivant un monde tremblant sous le poids de la colère de Dieu. Une autre partie du rouleau citait le livre de Zacharie. Cette section mettait l'accent sur les valeurs morales et la reconstruction de la communauté après l'exil babylonien. Il exhortait à l'honnêteté et à l'équité dans les jugements et à éviter les pensées nuisibles et les faux serments. Bien que petits, ces fragments recèlent un contenu d'une valeur inestimable. Ils offrent un aperçu direct de la manière dont les textes anciens étaient réécrits et diffusés. Chaque mot qui a survécu aide les chercheurs à retracer la façon dont les écrits sacrés ont circulé à travers le temps et les cultures. Et dans ces fragments de parchemin longtemps enfouis et presque oubliés, nous retrouvons le lien avec les voix qui jadis les ont lus et transmis ligne après ligne, rouleau après rouleau. Des yeux numériques sur une encre ancienne. Que se passe-t-il lorsqu'on prend un objet ancien et qu'on utilise l'IA la plus puissante d'Elon Musk pour le ramener à la vie? C'est précisément ce que les chercheurs ont dû découvrir face aux fragments fragiles et brisés trouvés dans la grotte de l'Aurore. À première vue, ces fragments n'avaient rien d'impressionnant. La plupart étaient petites, certaines à peine plus grandes qu'un ongle. Elles avaient été écrasées, noircies et fragilisées par près de 2,0 onces d'exposition aux intempéries et de décomposition.
Et avec tant de fragments éparpillés et endommagés, comment peut-on seulement commencer à y voir clair? Les méthodes traditionnelles avaient leurs limites et comportaient un risque d'aggravation des problèmes lors de l'analyse. L'équipe a donc dû changer de perspective. Cette fois-ci, elle s'est tournée vers Grok AI. Il ne s'agissait pas de percer des secrets perdus, ni de déchiffrer des codes mystérieux. L'objectif était simple. Ils souhaitaient nous récupérer autant de texte original que possible. Et cela devait se faire sans détruire ce qui restait. Ils ont d'abord scanné chaque pièce sous différents types de lumière, notamment visible, infrarouge et ultraviolette. Cela a permis de faire ressortir des marques ténues. Ces marques auraient été invisibles à l'œil nu. Vint ensuite la partie délicate. Ils utilisèrent un logiciel appelé reconnaissance optique de caractère OCR, mais pas celui utilisé pour numériser les documents modernes. Ce système avait été entraîné à lire des écritures anciennes. Il pouvait détecter des caractères grecs ou hébreux anciens, effacés, presque disparus. Chaque lettre était lentement remise au point trait par trait. Mais la numérisation et la lecture n'étaient que le début. Une fois numérisés, les fragments étaient traités par le système d'apprentissage profond de Grok. Cette IA avait déjà été entraînée à l'aide de vastes collections de manuscrits de rouleaux et d'inscriptions anciens. Il ne se contentait pas de reconnaître des mots. Il commença à identifier des motifs des styles d'écriture, la disposition des rouleaux et même les types d'encre qui se répétaient sur certains fragments. Alors que révélaient toutes ces données, non pas des prophéties, mais des personnes. Grok commença à remarquer que certains rouleaux provenaient du même endroit. Ils partageaient des similitudes d'écriture de style, de couture et de texture du papyrus, autant d'indices d'ateliers de scribes organisés où les rouleaux étaient confectionnés et copiés avec soin. Même dans les communautés les plus reculées et isolées, il existait une structure et une planification. Et ce que l'œil humain ne voyait pas, Grok le percevait. Ce que l'encre révélait. Sous les textes anciens, les rouleaux recelaient quelque chose de plus personnel. À mesure que les numérisations et les données affluaient d'un détail inhabituel, attira l'attention des chercheurs. Au début, il ne s'agissait que de petits détails. Mais lorsque Grok AI a commencé à examiner les rouleaux de plus près, elle a perçu quelque chose d'humain. Quelque chose de personnel. Comment était-ce possible, voyait-elle vraiment au-delà des lettres? L'imagerie multispectrale et l'apprentissage automatique avaient déjà prouvé leur utilité pour la restauration de textes effacés. Mais à présent, les paléographes observaient toute autre chose. Les algorithmes de Grok ne se contentaient pas de reconnaître des mots. Ils détectaient des schémas de mouvement de minuscules incohérences qui révélaient la personne qui écrivait. Avez-vous déjà lu l'écriture de quelqu'un et su qu'il était nerveux? Cette même idée s'appliquait ici. Chaque trait, aussi infime soit-il, racontait une partie de l'expérience du scribe. La façon dont une lettre penchait d'un côté ou dont l'encre s'étirait au milieu d'une ligne révélait des signes subtils, pression, hésitation, rythme, irrégulier. C'était comme suivre la trace d'une main à travers le temps. Chaque variation portait l'empreinte unique d'un scribe, préservé malgré des siècles de dégradation. Puis un fragment attira particulièrement l'attention, un passage du livre de Nahum. Au premier abord, il semblait bâclé, voire imparfait. Des lettres irrégulières, une encre qui s'estompe. Certains caractères s'affaissent, tandis que d'autres jaillissent, mais Grok n'y voit pas de la négligence. Au contraire, il remarque des micro-tremblements dans les traits. Ce niveau de détail révèle quelque chose de bien plus profond. La personne qui écrivait était-elle malade? Tremblait-il de peur ou de vieillesse? Se cachait-il? Se précipitait-il pour préserver les écritures avant qu'il ne soit trop tard? Soudain, les rouleaux devinrent plus que de simples textes anciens. Ils étaient des instants figés dans la survie. Pas seulement des textes religieux, mais des expressions brutes, écrites par des mains qui avaient quelque chose à dire, alors que le monde s'effondrait autour d'elles. Personne ne sait exactement qui a écrit ces lignes, mais la pression de leurs doigts, le tremblement de leurs poignets, tout cela est encore là. Et grâce à l'IA de Grok, nous l'avons enfin vu.
En suivant les rouleaux, alors qu'il semblait que les fragments avaient tout révélé, une nouvelle couche de compréhension a commencé à émerger. Une couche qui reliait des points à travers la géographie, la langue et le temps. Comme mentionné précédemment, les chercheurs pensaient qu'un seul groupe, peut-être les Esséniens, étaient responsables des manuscrits. Mais cette théorie a commencé à s'effriter après l'intervention de Grok AI, grâce à l'accès à des outils puissants capables de détecter les plus infimes différences dans la composition chimique de l'encre. La texture du parchemin et les schémas d'écriture, une image plus large et plus complexe est commencée à se dessiner. Les rouleaux étaient écrits non seulement en hébreu biblique et en araméen, mais aussi en grec et en paléo-hébreu. Ce dernier est généralement réservé aux noms sacrés. Ce phénomène n'avait rien d'inhabituel en soi, mais lorsque ces fragments ont commencé à apparaître, bien au-delà de Qumran, dans des grottes comme le Wadi Murabat et la grotte de l'Aurore, cela a soulevé de sérieuses questions. Pourquoi étaient-ils si dispersés? Étaient-ils tous liés à une seule et même communauté? C'est alors que l'analyse de Grok, basée sur l'IA, a commencé à remettre en question des idées reçues. En cartographiant de subtiles variations linguistiques et en les comparant aux styles d'écriture régionaux connus, un résultat inattendu est apparu. La constance dans la manière dont ces rouleaux ont été préparés et copiés, malgré leur dispersion géographique, suggérait un système plus organisé que quiconque ne l'avait imaginé. Certains fragments présentaient même des corrections délibérées, des lignes réancrées et des coutures réalisées à la hâte, comme si quelqu'un avait tenté de sauver ce qui restait en pleine crise. Qui faisait tout cela? Et pourquoi avec une telle précipitation? Ce qui semblait au départ être l'œuvre d'une secte isolée apparaissait désormais comme le fruit de l'effort de plusieurs groupes, peut-être des communautés dispersées à travers Jérusalem et la Galilée. En fait, certaines variantes textuelles trouvées dans les fragments plus récents de la caverne de l'Aurore Ashur n'existaient pas du tout dans la collection de Qumran. Ils ont fait correspondre les lectures d'autres cercles juifs plus proches de la ville à l'époque de l'occupation romaine. Était-ce le résultat de la peur de la survie ou d'une tentative désespérée de préserver le savoir? De nombreux érudits pensent aujourd'hui qu'il s'agissait d'un effort concerté pour empêcher que les textes sacrés ne disparaissent à jamais. Ils pensaient que cet effort de conservation avait eu lieu pendant le chaos qui suivit la destruction du Second Temple. Alors que les villes tombaient et que l'espoir s'estompait, les rouleaux circulaient de main en main. Certains furent transportés à travers le désert, cachés dans des grottes, ou même enterrés auprès des morts. Imaginez ce que ce périple a dû représenter des scribes. Risquant leur vie, des messagers se faufilant à travers les lignes ennemies des gardiens, scellant des liasses de textes sacrés sous la pierre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle Grok et l'archéologie commencent enfin à comprendre le courage et la précision dont ont fait preuve ces actes. En analysant les particularités de l'écriture, la composition de l'encre et les techniques de fabrication du parchemin, la machine de Elon Musk a confirmé ce que l'œil humain seul ne pouvait révéler. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais une préservation intentionnelle. Un réseau oublié avait permis de conserver ces rouleaux en vie. Et maintenant, des siècles plus tard, le code de ce réseau est décrypté petit à petit. Les lignes perdues des rouleaux. Alors que les chercheurs continuaient d'utiliser l'imagerie avancée et l'analyse linguistique de Grok, quelque chose de surprenant a commencé à apparaître dans les fragments brisés des rouleaux. Il ne s'agissait pas simplement de traduire des mots effacés. On avait l'impression de mettre au jour des choix faits il y a des milliers d'années. Les dommages sur les rouleaux ne semblaient plus totalement aléatoires. Certains espaces et sections manquantes suivaient des schémas. Cela soulevait une question troublante. Était-ce simplement une dégradation naturelle? Ou bien quelqu'un a-t-il décidé de ce qui devait être conservé et de ce qui ne devait pas l'être? Un détail majeur a frappé certains livres bibliques, bien connus, étaient totalement absents. Le livre d'Esther n'y figurait pas. Les livres des chroniques, pourtant essentiels pour retracer l'histoire royale et les lignées sacerdotales, étaient également absents. Comment des textes aussi essentiels pouvaient-ils être absents? Ont-ils été perdus au fil du temps ou intentionnellement exclus?
La situation devint alors encore plus étrange. Certains fragments grecs ne correspondaient pas à la Septante traditionnelle. Quelques passages mentionnaient des événements et des personnages inconnus. Par endroits, le ton changeait. Au lieu de commandements divins stricts, le texte suggérait des décisions collectives et une autorité partagée. D'autres textes mettaient davantage l'accent sur les rituels communautaires que sur le culte centralisé, ce qui révélait des désaccords internes. La plus grande surprise. Certains versets concernant la venue du Messie semblaient avoir été édulcorés ou réécrits. À leur place, on trouvait de sérieux avertissements concernant le déclin moral et la responsabilité partagée en période de chaos. Cela ressemblait moins à une prophétie lointaine qu'à une réaction humaine face à une crise en temps réel. L'analyse de Grok a révélé qu'il ne s'agissait pas de simples erreurs de reproduction. Les changements suivaient des schémas précis. Les styles d'écriture différaient. Les types d'encre variaient. Le rythme de la langue changeait presque comme différentes voix s'exprimant à travers les générations. Ce qui a émergé n'était pas un mouvement unique et caché. Cela ressemblait davantage à des groupes dispersés dans le désert, chacun préservant sa propre version des croyances. Certains se concentraient sur l'espoir d'un sauveur, d'autres sur la survie. Certains cherchaient à protéger la tradition, d'autres à la remodeler. Les rouleaux cessèrent de ressembler à de paisibles documents religieux. Au lieu de cela, elles ont commencé à ressembler aux témoignages de personnes, traversant des périodes de bouleversement, s'adaptant, débattant et réécrivant leur monde ligne après ligne.